En fait, c'est devenu leur, façon d'être. Avant, c'était leur façon de penser et en tout cas c'était le prisme par lequel ils voyaient le monde. Maintenant, ils sont comme ça, quoi. En fait, maintenant, ils créent leur propre, fake news, quoi. Ça a failli quand même briser, la famille complètement, quoi. Ce qui est Enfin, en arriver là, c'est fou, quoi. C'est même triste, en fait. C'est vraiment, ça peut détruire vraiment les vies des gens, quoi. Eh, ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous! Tout est calculé! Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce 5e épisode, David, la quarantaine, nous parle de ses beaux-parents. Alors qu'il les côtoie et apprécie leur compagnie depuis une vingtaine d'années, cet infirmier libéral constate un changement radical à la sortie du premier confinement. Impossible de discuter vaccins, politique ou n'importe quel autre sujet de société sans qu'il fasse référence à des théories conspirationnistes. David se rend compte que tout, dans le quotidien de ses beaux-parents, devient complot, même ce qui concerne son couple. Alors, j'ai rencontré mes beaux-parents il y a plus de 20 ans. Parce qu'à l'époque, j'étais ami avec mon épouse. Je les ai donc très bien connus bien avant que ce soit mes beaux-parents. Donc, c'était au début des années 2000. Et je me suis toujours très bien entendu avec. Il n'y a jamais eu aucune friction. Je les ai tutoyés dès le premier jour. On a toujours eu beaucoup de centres de points d'intérêt en commun. Donc mes beaux-parents, c'est des gens, on va dire, des bobos qui vivent à la campagne depuis tout le temps, mais qui ont réussi dans la vie. Mais bon, des gens simples, on va dire de gauche, classiques, mais pas politisés vraiment. Ils ont toujours eu un tropisme très nature, un peu moyen naturel de soigner. Ma belle-mère, par exemple, elle a toujours soigné ses enfants et elle-même avec de l'homéopathie. Moi, quand je les ai rencontrés, j'étais encore étudiant. Et donc, c'était plutôt un sujet de petites piques et de rigolade, en fait. Elle me disait, oui, je sais très bien ce que t'en penses. Et moi, je suis pas contre l'homéopathie a priori. Hein, c'est juste que ça ne soigne rien, c'est tout. Mais, donc voilà, on rigolait plutôt là-dessus. Mais effectivement, je sais que mon épouse, par exemple, et son frère, ils ont été vaccinés juste ce qui était obligatoire, mais rien de plus. Il y avait déjà un petit côté, voilà, il y a toujours eu un petit côté, les médicaments c'est chimique, c'est pas très bien. Si on peut éviter d'aller voir les médecins, voilà. Ce qui a valu quelques maladies infantiles pas très cool, hein, mais à ma femme et à mon beau-frère. À la fin de l'année 2018, le mouvement des Gilets jaunes investit les ronds-points et s'invite dans les médias. Évidemment, c'était un sujet de discussion dans les repas de famille, puisque toute la France parlait de ça. Et j'ai appris à cette occasion-là que ma belle-mère, effectivement, fréquentait, allait sur les ronds-points autour de chez elle. En gros, moi, comme je le voyais, c'était vraiment très anti-Macron et anti-gouvernement, on va dire, voire anti-capitaliste, ce qui correspondait totalement à ses valeurs. Hein, c'était pas, même si il me semble que le tout début de ce mouvement-là, c'était la taxe carbone. Et on va dire que eux, ils étaient écolos dans l'âme, quoi. Vraiment,
Donc c'était un peu antinomique pour moi, en fait. J'avais fait un peu remarquer, bon, ça n'a pas été relevé. Mais voilà un peu comment ça a commencé, je pense. Leur côté un peu anarchiste, un peu en dehors de système. Ma belle-mère, elle est prof de yoga. Mon beau-père, il est musicien. Donc, oui, c'est des gens, les politiques, voilà, c'est un peu tous pourris. Et puis... Peu de temps après, arrive le Covid et le premier confinement. Mes beaux-parents, on les voyait pas non plus très régulièrement. Ils habitent à 1h30, 2 heures de route de chez nous. Donc, on se voyait une fois tous les mois, tous les 2 mois, on va dire. Donc, en fait, on est arrivé au premier confinement sans trop les avoir revus. Moi, évidemment, j'étais au travail tous les jours. Donc, on a fait quelques visios. Il n'y avait pas de propos, en fait, bizarres, en tout cas, qui m'ont surpris. C'était plutôt un peu comme tout le monde... quand même bravo pour un peu aller voir les gens malades, quand on ne sait pas trop ce que c'est et tout ça. Donc voilà, et puis on les a revus à la fin du premier confinement. On est allé chez eux. Évidemment, le Covid était le sujet. Je pense que pour tout le monde, c'était pareil. Et donc, tout de suite est venu le nom de Didier Raoult. Et c'était vraiment une superstar, quoi. Vraiment. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais déjà des informations via mes collègues médecins sur la fiabilité douteuse, on va dire, des premières études qu'il avait publiées. Donc voilà, on a parlé de ça. Il n'y a pas eu de friction particulière. On n'était pas tout à fait d'accord quand même sur le fait qu'il y avait un traitement ou pas de traitement. C'était un peu le point de non-compréhension, on va dire, entre nous. Donc, mais bon, on n'a pas plus développé à ce moment-là. On était quand même contents de se revoir. Donc tout au long de l'année 2020, on s'est revus de temps à autre. Le sujet venait un peu sur le tapis, comme je pense dans toutes les familles françaises et du monde entier. Bon, il y a un côté, voilà, Big Pharma qui revenait, mais sans insistance non plus, quoi. Il n'y avait pas du tout de... L'étape d'après, elle est vraiment venue quand il y a eu les premiers vaccins qui ont été annoncés. Il y aura d'abord 2 à 3 établissements pour personnes âgées dès dimanche. Il faut savoir que les vaccins seront livrés samedi. Alors il y en aura un du côté de Paris, pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, et puis éventuellement un 3e qui est en discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un lancement français, c'est un lancement européen. Tous les pays de l'Union européenne démarrent la vaccination le même jour. Ça nous porte en fait à décembre 2020, où on s'est vu pour Noël. Et donc là, il y a eu de leur part un refus franc et net de se faire vacciner. C'était vraiment hors de question. Il n'y avait pas de discussion à avoir là-dessus. Ce qui jusque-là est un choix, pourquoi pas, hein, c'est un choix personnel. Chacun est libre de se vacciner ou pas. On parlait encore pas trop de passe à l'époque, donc voilà. Et puis, tout au long de la journée, c'était quand même très insistant sur le sujet, quoi. Il y a plus qu'habituellement. On a vraiment parlé quasiment que de politique sanitaire, de santé, de Covid, de ministère de la Santé. Et à un moment où je suis un peu plus à l'écart, j'entends ces discussions continuer. Et la discussion dérive un peu sur... en fait, le vaccin, c'est nocif, c'est pour faire du mal aux gens, c'est pour réduire la population mondiale. Donc là, je me dis, waouh, ça va vite, là. Il y a une espèce de discours qui vient derrière, que moi j'entends et que je comprends, comme en gros, en fait, les gens qui participent aux campagnes de vaccination, ils sont complices, quoi, dans des mauvaises intentions des labos ou des dirigeants qui veulent vacciner tout le monde, quoi. Et donc, moi, je me sens visé à ce moment-là, puisque moi, je suis infirmier, donc je vais vacciner des gens, je vais aussi conseiller à tous mes patients, parce que la plupart sont très âgés et très malades, donc ils sont très à risque de se faire vacciner, évidemment. Je me dis, bon, on va laisser couler. Et puis, en fait, la discussion dure et s'éternise, donc à un moment, je me rapproche de cette discussion et je hausse un peu le ton. C'est la première fois que ça arrive depuis presque 20 ans que je les connais. Et je leur dis, écoutez, il y a un truc qui me dérange là, c'est que je me sens vraiment visé quand vous parlez
de gens comme des criminels, en fait, alors que notre métier, c'est de soigner. Et en fait, je fais partie de ces gens-là. Je vais soigner des gens, leur conseiller de se vacciner, les vacciner aussi. Et en fait, ça m'embête un peu d'être associé ou traité de criminel, en tout cas d'avoir des mauvaises intentions dans ma famille, quoi. Donc ça a jeté un peu un froid. Je suis sorti un coup. Quand je suis revenu à table, la discussion avait terminé. Je ne sais pas dans quelles conditions. Ils avaient sûrement dû dire bon, on va peut-être lâcher la pression parce que ils m'avaient sûrement jamais vu énervé de ma vie, donc et j'étais un peu énervé, j'avoue. Quand on les a revus en début d'année 2021, la discussion est venue, évidemment. On a appris que leur médecin traitant a été suspendu parce qu'il était contre les vaccins, même si il y avait peut-être d'autres raisons, parce que je crois pas que ça suffit pour être suspendu par le Conseil national de l'ordre des médecins. On apprend ça, on apprend que ma belle-mère a acheté un faux pass sanitaire sur Internet, parce qu'elle avait encore des cours de yoga à faire. Mon beau-père aussi, dans l'après-midi, me montre fièrement une boîte de Plaquenil, donc d'hydroxychloroquine, qu'il avait récupéré, je ne sais pas comment, je sais pas si c'est par une ordonnance, il l'avait acheté sur Internet, peu importe, en me disant, moi si je tombe malade, je sais quoi prendre. Là, ça devient dangereux, en fait. Et moi, je refuse de m'énerver à nouveau, parce que j'ai pas du tout aimé faire ça, et c'est pas ma façon de faire. Mais par contre, je montre que je vais pas participer à cette discussion et que ça ne m'intéresse pas du tout, sans répondre, en fait, parce que je me dis qu'en fait, c'est déjà impossible, en fait, c'est pas un débat, quoi. Ils ont leur avis tranché. Et à ce moment-là, en les interrogeant un peu, justement, parce qu'on essaie un peu de savoir, on apprend qu'ils s'informent sur RT, Spoutnik, Telegram. RT France, c'est la déclinaison en langue française de la chaîne d'information internationale Russia Today, lancée en 2005 par le gouvernement russe. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la chaîne a été interdite de diffusion dans les pays membres de l'Union européenne, car considérée comme un média de propagande. Spoutnik est également un média russe, lancé en 2014 par le gouvernement. Sa ligne éditoriale est proche de celle de Russia Today. Les deux médias sont connus pour diffuser une propagande pro-Kremlin, mais aussi de nombreuses théories conspirationnistes. Bon, c'est ce qui est assez classique, hein, moi qui m'intéresse, on va dire, beaucoup au complotisme à la base, et un peu à l'esprit critique. Je vois exactement ce qui se fait sur ces chaînes-là, donc oui, en fait, voilà, ils récitent ce qu'ils lisent, mais en ayant dans leur façon de faire le savoir, enfin en tout cas dans leur esprit, ils savent mieux, ils savent ce que les autres n'ont pas encore compris, notamment les personnels médicaux, les scientifiques et la population générale, ils sont éveillés, quoi. Et en fait, vraiment à ce moment-là, je me rends compte, et on se rend compte avec mon épouse que ils sont vraiment loin, quoi. Ils sont vraiment pas forcément perdus, mais ça nous démoralise un peu quand même. Donc c'est allé assez rapidement, finalement, de fin 2019 à fin 2021, quoi, sur 2 ans. Et c'est aussi pour ça que je me dis qu'il y avait quand même un fond chez eux, en y repensant maintenant. Il y avait quand même un fond, en tout cas cette façon de réfléchir était déjà un peu présente, quoi. C'est juste, le Covid a été une étincelle qui a vraiment fait exploser la marmite, quoi. Parce qu'en fait, ces médias sur lesquels ils s'informent, c'est pas du tout, bon, ça existait pas forcément beaucoup avant, mais en tout cas, c'est pas du tout les médias sur lesquels ils s'informaient, on va dire, 10 ans plus tôt. Ils étaient très, le Canard enchaîné, même des émissions, en fait, de documentaires ou de reportages à la télévision. Dans les années 2000, il y a eu aussi Mediapart, quand Mediapart est arrivé, parce qu'ils étaient indépendants et qu'ils n'étaient pas financés par la pub, ni par quelconque subvention de l'État, etc. Mediapart, d'ailleurs, où ça s'est arrêté le jour où ils ont sorti un truc sur Didier Raoult, de négatif, évidemment. Et ça, tout de suite, ils étaient vendus, et c'était terminé pour eux. Ce qui est aussi un signe assez clair de... En fait, je veux entendre ce que je pense et pas du tout je veux apprendre des choses ou m'informer, quoi. J'étais radicalement opposé à ce qu'ils pensaient. Donc
Et ils le savaient très bien. Ils avaient même pas besoin de me poser la question, parce que je veux dire, c'est mon métier au quotidien. À côté de ça, je fais de la vulgarisation aussi. Donc en fait, moi, je parle de santé et des choses comme ça, et c'est pas du tout leur façon de voir les choses, quoi. Donc voilà, il y avait une tension sous-jacente en permanence. Et comme donc on ne parlait plus de sujets de santé, régulièrement, il y avait quand même des sujets qui venaient, des sujets plus de société, des choses comme ça, qui déjà me semblaient, pareil, un peu venir des mêmes sources. Et puis, en février 2022, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc ça, c'est un sujet qui est venu, par exemple, sur la table assez rapidement. Là, il y avait même plus de nuances ou de quoi que ce soit, c'est-à-dire que Poutine était un libérateur de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, c'est des nazis, quoi. Pour justifier l'invasion de 2022, mais également l'annexion de la Crimée en 2014, Poutine assure qu'il combat des néo-nazis en Ukraine, une manière de raviver le passé glorieux de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les pays occidentaux, cette propagande grossière a été massivement reprise par la complosphère. Et donc là, on n'est même plus dans la réflexion du tout, ou en tout cas dans le débat d'idées, quoi. C'était clair, net et précis dans leur esprit, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu l'élection présidentielle en France en mai 2022, où on a appris que ma belle-mère avait voté extrême droite, mais c'est à l'opposé de ses valeurs de base, quoi. C'est-à-dire que là, c'était, pour que ça en arrive là, ça nous a vraiment choqués. Et donc, tout au long de cette année-là, en 2022, on a eu droit à en fait, Trump, c'était quand même un bon président, puis Biden, c'est l'État profond. L'expression État profond, ou Deep State en anglais, a été popularisée avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017, puis au sein du mouvement QAnon. Cette notion permet d'attribuer à une entité mal définie toutes sortes de complots et de manipulations, sans avoir jamais à en apporter la moindre preuve ou incriminer qui que ce soit en particulier. Ainsi, pour certains complotistes, l'État profond serait par exemple à la fois derrière l'assassinat de Kennedy, les attentats du 11 septembre, et aussi derrière un trafic pédocriminel sataniste international. Vous savez, l'expression État profond a été utilisée par Trump et on a tout de suite estimé que c'était une catégorie d'extrême droite. Macron lui-même l'a utilisé. Il y a un État profond et je pense qu'il est le chef de l'État profond. Je savais déjà depuis longtemps que l'État profond aimerait bien occuper la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, donc c'est pas par hasard que tout ça se produit actuellement. Le vrai pouvoir est détenu par la Commission européenne, inféodée à des lobbies apatrides, inféodée à l'État profond que nous combattons. Enfin, beaucoup de choses comme ça, très très, qui correspondaient pas du tout à leur discours quelques années avant, quoi, quelques mois avant même, je pense. Donc ça a été encore plus rapide, il y a eu vraiment une accélération sur un peu tous les sujets, quoi. Ma belle-mère, elle envoyait souvent des conseils de lecture à mon épouse. Et là, c'était le grand cirque du complotisme, quoi. C'était du Jean-Dominique Michel, parce que, voilà, c'est un anthropologue de la santé, il a tout compris sur... En fait, non. Jean-Dominique Michel est une figure de la mouvance conspirationniste francophone. Se présentant comme un expert en santé publique, il participe notamment à une émission diffusée en ligne appelée le Conseil scientifique indépendant. Cette émission fait la promotion des thèses de Didier Raoult et dénonce, parfois à coups de fausses informations, la vaccination, la gestion de la crise sanitaire ou encore la collusion entre l'industrie pharmaceutique et les pouvoirs publics. En rappelant une fois de plus que pas d'OMS, pas de pandémie, pas d'OTAN, pas de guerre, pas de GIEC, pas d'urgence climatique. Ce sont ces organisations internationales, aujourd'hui profondément mafieuses et misanthropes, ennemies de l'humanité, qui dictent le bal. Et il y avait aussi Annie Lacroix-Rize, qui est une historienne. Annie Lacroix-Rize est historienne, mais aussi une militante engagée au sein du PRCF, un petit parti marxiste-léniniste, défenseur du bilan historique du stalinisme. Elle est surtout connue pour sa tentative de réhabiliter la thèse selon laquelle la défaite de 1940 serait le résultat d'un complot d'une société secrète élitiste appelée la synarchie. Avec le recul, en fait, je me rappelle de beaucoup de discussions qu'on a eues, notamment avec mon beau-père, beaucoup, qui, en fait, à l'époque, moi, j'avais pas trop remarqué ça, je m'étais juste dit, wow, il est bizarre des fois, mais bon. Qui était déjà du conspirationnisme à fond, quoi. Et notamment quand il y a eu l'attentat au tribunal de Nanterre, donc ça devait être
juste avant l'élection de 2002. La stupeur et les larmes à Nanterre après le carnage de la nuit dernière au conseil municipal. Un homme armé, familier des lieux, a froidement, méthodiquement abattu 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres avant d'être maîtrisé. Cette fusillade, qui a fait 8 morts et 19 blessés, a été perpétrée par un dénommé Richard Dern, dans l'hôtel de ville de Nanterre, à la fin d'une séance du conseil municipal. Elle a eu lieu moins d'1 mois avant le premier tour des élections présidentielles de 2002, au cours duquel Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour face à Jacques Chirac. Quelques mois plus tard, quand on avait discuté un peu de ça, il m'avait dit « Oui, mais enfin ça, c'était planifié, quoi. » Je dis « Planifié comment ?» Il dit « c'était... Il y avait Jospin qui se présentait, qui était Premier ministre. La gauche, la sécurité, c'est toujours un truc qui sont pas très fort là-dessus. Donc en fait, il fallait un attentat pour montrer que la gauche était pas capable d'aller au pouvoir, quoi. Et c'est ce qu'a fait perdre Jospin, quoi. » Et là, je m'étais dit, waouh. Ah oui, ça va loin. Je dis, ah d'accord. Enfin, pas d'accord, non, mais waouh quand même. Et donc, je lui avais demandé, mais du coup, on a des preuves de ça, là? Il dit, non. C'est le principe des complots, c'est qu'on n'a jamais de preuves. Je dis, du coup, on peut inventer pas mal de choses, quoi. Enfin, je sais pas. Si on n'a pas de preuves, on peut, en tout cas, ne pas l'affirmer, quoi. Peut-être dire, peut-être que, je sais pas. Et même, déjà, c'est un peu limite. Surtout quand ça engage des trucs aussi graves que ça. Mais pour lui, c'était une évidence, quoi. Je veux dire, il l'avait vu en direct. Et moi, avant que je les rencontre, en fait, parce que j'ai été rencontré en 2002, il y a eu évidemment le 11 septembre en 2001. Un avion survole Manhattan. Un caméraman saisit alors cette image hors du commun. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center. La tour est en flammes, les secours s'organisent. Accident aérien ou attentat, l'Amérique l'ignore encore. Et il se trouve que mon beau-père et ses 2 enfants, donc mon épouse et mon beau-frère, étaient à New York en août 2001. Ils sont même montés en haut du World Trade Center. Et donc il y a eu les attentats qui sont arrivés un mois après. Et donc là, je les connaissais pas à l'époque, donc c'est des propos qui m'ont été rapportés en tout cas. Enfin, pas des propos, mais... Et clairement... C'était un inside job. En tout cas, c'était la CIA qui était responsable des attentats, quoi. Pour lui. Direct. Il n'y a pas eu de oui, mais sur les images, non. Il y a eu, c'est impossible que ce soit pas la CIA, ou en tout cas le gouvernement américain, pour quelque raison que ce soit. Les théories complotistes autour du 11 septembre 2001 sont nombreuses. On vous a par exemple déjà parlé du livre L'effroyable imposture de Thierry Messant dans le premier épisode de Réveillez-vous. Cet ouvrage, publié en mars 2002, accusait une faction du complexe militaro-industriel des États-Unis d'être l'instigateur des attentats. Visiblement, le beau-père de David n'a pas attendu cette théorie pour partager ses doutes. Et puis arrive l'automne 2022, où nous, personnellement, on a un projet de jardin, forêt autour de chez nous, en tout cas d'aménagement extérieur de notre maison. Et comme ça fait quelques années que mes beaux-parents nous disent que ils ont un peu d'argent de côté, qu'ils aimeraient bien faire des donations, on leur demande, avec mon épouse, si ils pourraient nous prêter 15 000 €. On se dira, c'est un projet cool. En plus, c'est eux qui nous ont un peu transmis ça, la passion du jardinage, de la nature, Et donc, on propose ça à mon beau-père. Et 15 jours plus tard, il nous appelle et il nous dit bon, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir vous prêter l'argent. Donc on dit c'est pas grave, ok. On ne sait pas, il y a pas de raison évoquée, mais en tout cas, il y a un refus de leur part. Et le soir même ou le lendemain, il y a mon beau-frère qui appelle ma femme et qui lui dit écoute, faut que je te parle parce que j'étais chez les parents ce week-end. Ils m'ont parlé de la demande de prêt que vous leur avez faite. Ils m'ont dit qu'ils allaient refuser. Et ils m'ont expliqué pourquoi. Et je pense qu'ils vont pas t'en parler. Il lui a expliqué que, d'après eux, si on voulait un prêt de 15 000 €, c'était pour aller aux États-Unis, pour faire une fécondation in vitro dans une clinique privée, pour avoir un enfant, parce que ça faisait quelques années qu'on essayait d'avoir un enfant et qu'on n'y arrivait pas. En tout cas, ça marchait pas. Et
quelques mois avant, on était allé aux États-Unis parce qu'on avait des amis qui habitaient là-bas et on ne les a pas vus pendant 2 ans, pendant tout le Covid. Et quand ils ont ouvert les frontières, on est allé. Et donc pour lui, on est allé en repérage, trouver la bonne clinique et commencer un protocole. Et juste, il fallait payer $15 000 et puis du coup, on n'avait pas l'argent. Donc c'est pour ça qu'on leur avait demandé les sous. Enfin là, moi, j'ai réagi parce que ma femme me l'a raconté, mais elle l'a entendu au téléphone de son frère. Et donc, elle s'est effondrée, évidemment. C'était vraiment... ça touchait vraiment, là, les gens les plus proches d'eux, quoi. C'est-à-dire sa fille. Ça a été compliqué à encaisser. Notamment pour mon épouse, qui s'est dit, mais attends, mais en fait, ils ont même pas confiance en ce que je leur dis, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai évité de réagir directement parce que je pense que je les aurais appelés. Je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit, si tu veux, je les appelle, mais par contre, je pense qu'on se parlera plus jamais, quoi, parce que là, je vais pas avoir des mots très tendres, en fait. Et j'étais quasiment prêt à le faire. Je pense qu'elle m'aurait dit, ouais, vas-y, je l'aurais fait. Et ça aurait été, je pense, une erreur, mais. Donc, là, on a encaissé le coup, ce qui a mis un peu de temps. Et puis, mon épouse m'a dit, non, mais faut que je leur parle, quoi. On va pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Là, ça va trop loin, Donc, elle a invité son papa au restaurant, ils sont allés juste les deux. Je lui ai dit, franchement, c'est mieux si je suis pas là. Et donc, elle lui a dit, ben, écoute, voilà, je sais que tu penses ça. C'est totalement faux. Pourquoi, en fait? Il lui a répondu, effectivement, je pense que je me suis trompé à 80%. Cette phrase était incroyable. C'est devenu une sorte de gimmick chez nous parce que on s'est dit, waouh. Mais même là, il peut pas dire, je suis dans le faux, quoi. En tout cas, pas à 100%. Il y a toujours un fond de vrai, quoi. On ne sait pas de quoi, d'ailleurs, parce que c'est rien du tout. Il y a aucun pourcent de vrai dans ce qu'il racontait. Et notamment, d'ailleurs, parce que ma femme, à l'époque, était enceinte de 1 mois. Donc, en fait, c'était vraiment totalement, Donc, voilà. Donc là, ça a été compliqué, mais au final, il n'y a jamais eu d'excuses. On était donc en fin d'année à l'automne. Moi, je les ai revus à Noël chez la grand-mère, un peu en terrain neutre. Mon beau-père m'a dit, il faudrait qu'on ait une discussion. Je lui ai dit, aucun problème, je suis disponible quand tu veux. Bon, c'était il y a 1 an et demi, j'ai pas eu de discussion. Et en fait, là, on s'est dit, ouais, mais en fait, on s'est dit, ils sont perdus. Et c'est triste, quoi. C'est vraiment, quand c'est des gens à qui on tient, des gens qu'on estime beaucoup, et en fait, là, ils sont complètement perdus, quoi. En tout cas, c'est vraiment l'impression qu'on a eue à ce moment-là. Donc, après cet épisode, il y a eu quand même une grosse fracture. Hein, on va pas se mentir, ça a pris quelques mois avant qu'on se revoie un peu plus régulièrement. Alors, ma femme étant enceinte, évidemment, on leur a annoncé. Donc, on s'est un peu revus quand même. Et puis, quand notre bébé est né, en fait, on voulait pas non plus les exclure de sa vie à lui. Donc, on a un peu pris sur nous, en tout cas, pour en fait les revoir un peu plus souvent. C'est leur premier petit-fils, donc évidemment que voilà, on n'allait pas non plus les couper de ça. Mais ce sujet-là donc ne reviendra plus jamais. Et moi, on a commencé, je pense, avec mon épouse, à voir que tout ce dont il parlait, que tout ce qui le touchait de près ou de très 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 loin, il y avait toujours une autre explication que soit la plus simple, soit la plus logique, soit l'officielle. C'est remonté, ça va vraiment très très loin. Il y a eu, mon beau-père a des appartements qu'il loue. Il y a eu un dégât des eaux chez un de ses locataires. Pour lui, il a menti, ça s'est passé autrement. Il a dû boucher un truc, plus ou moins exprès, pour, je sais pas. Sur les choses les plus simples aussi simples qu'un dégât des eaux, on va dire, hein, que c'est vraiment pas, des trucs qui sont presque risibles, parce que là, ça devient vraiment sur tous les sujets, que ce soit un artisan qui vient chez lui, il fait exprès de pas mettre le bon matériel, ou il fait exprès pour pouvoir revenir, pour pouvoir refacturer un déplacement. Tout ce qu'ils nous annoncent comme information qu'ils ont découvert, à chaque fois, c'est soit une fake news de base,
oh là là, il faut vider vos livrets A parce que le gouvernement va prendre 500 € sur tous les livrets A pour financer la guerre en Ukraine. Donc voilà, après je vérifie souvent, bon, à chaque fois c'est complètement faux, hein, c'est des interprétations et ça vient de sites complètement conspi et complotistes. Voilà, en fait c'est devenu leur façon d'être. Avant c'était leur façon de penser, et en tout cas c'était le prisme par lequel ils voyaient le monde. Maintenant ils sont comme ça, quoi. C'est-à-dire que en fait maintenant ils créent leur propre fake news, quoi. Ça a failli quand même briser la famille complètement, quoi. En arriver là, c'est fou, quoi. C'est même triste, en fait. C'est vraiment, ça peut détruire vraiment les vies des gens, quoi. Mes beaux-parents, ils ont peu d'amis, ils ont peu de relations. En fait, ils vivent à la campagne, ils sont très bien chez eux. Mais bon, alors, nous, on était la famille proche. On est toujours la famille proche, mais on était un peu les derniers qu'ils n'ont pas pu écarter, ou en tout cas qu'ils n'ont pas voulu écarter, plutôt, parce que je leur accorde vraiment de la bienveillance. Hein. Ils sont pas du tout méchants ni mauvais. Hein. Ils sont vraiment juste perdus. Mais en fait, ils ont quand même réussi à inventer des trucs sur nous, ce qui est complètement hallucinant. Et donc effectivement, en fait, ils sont entre eux. Je pense qu'ils ont exactement la même façon de penser. Donc, ils tournent en boucle sur les mêmes sites et réseaux d'information. Et puis ils sont vieillissants, notamment mon beau-père. Et ce qui est aussi encore plus, je pense, grave et inquiétant, c'est qu'il en est à un point où s'il tombe malade de quoi que ce soit, il refusera totalement de se soigner, quoi. Ouais, c'est triste, quoi. C'est vraiment, en fait, j'ai pas beaucoup d'autres mots. En fait, le résumé de tout ça, c'est que c'est vraiment triste, quoi. Parce qu'en plus, on est dans un engrenage, on est impuissant, on essaie de faire au mieux. Je pense que c'est la bonne façon de faire, de continuer à entretenir un lien, de prendre sur soi et de dire, c'est reste des personnes qu'on adore, quoi, qu'on aime. Et je sais pas si un jour on en parlera vraiment. Moi, je me dis, ça se trouve un jour, ils vont venir nous voir en disant, je crois qu'on a déconné. Je sais pas par quel miracle ça pourrait arriver, hein, mais en tout cas, au moins sur vous là, on a vraiment exagéré. Je pense qu'à mon épouse, ça lui ferait vraiment du bien, mais voilà, on arrive à vivre, on a beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de nous, et donc notre vie tourne pas autour de nos beaux-parents, et heureusement, on a beau essayer de maintenir cet esprit de famille, tout ça, il y a quand même quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, ça c'est sûr. Et eux, ils ont vraiment changé de personnalité, en fait, c'est plus les mêmes personnes. Les discussions qu'on avait il y a 10, 15 ou 20 ans, on peut plus les avoir avec eux maintenant, parce qu'ils diraient complètement autre chose, quoi. Enfin, on peut plus les avoir. On veut plus les avoir, en fait. Parce que on sait qu'on va pas du tout aimer ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous raconter des trucs, et c'est pas comme ça qu'on veut les voir. On veut essayer un peu de garder un bon souvenir. C'est vraiment étrange de dire ça, mais notre rapport à eux est très différent, et on n'a pas forcément envie de les connaître aussi bien que ce qu'on pourrait. C'est un peu bizarre de dire ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment ça, en fait. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à David pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées, et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Et si vous souhaitez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site conspiracywatch.info ou par mail. Merci pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. Vous avez entendu les voix de Michel Onfray, Pierre-Marie Bonneau, Christian Perron et Jean-Dominique Michel, mais aussi des extraits d'une vidéo du Monde sur les Gilets jaunes, d'une interview d'Olivier Véran dans le JT de TF1, ainsi que des extraits du JT de France 2.